Donc, on va passer maintenant à la partie plus strictement liée à l'intégration. Vous voyez bien qu'on passe à la partie 2. C'est la partie du coup où on va vraiment devoir trouver l'aire de ce logo. Et donc, on va utiliser en particulier l'annexe qui était à la fin du sujet, c'est cette annexe-là. Et d'ailleurs, c'est un annexe qui nous permet en gros de vérifier qu'on a bien effectué notre tableau des variations. Parce que regardez, ça c'est la courbe représentée en pointillé, c'est la courbe représentative de f. Et vous voyez bien qu'elle est d'abord décroissante, puis croissante, et ensuite décroissante. Et si vous allez contrôler les endroits où elle change de variation, vous allez retrouver les mêmes valeurs que nous avons trouvées avec le tableau des variations. D'accord? Donc c'est plutôt encourageant, effectivement. Ok, mais allons question par question, résoudre ça. Donc on va dire qu'on commence maintenant à la partie B. On note CF et CG, les représentations graphiques des fonctions f et g dans un repère orthonormé. On a une unité graphique de 2 cm et ces deux courbes sont tracées en annexe. D'accord? Donc on va étudier la position relative de la courbe CF par rapport à la courbe CG. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est très simple. En fait, il nous demande d'étudier où est-ce que la courbe CF est positionnée de façon plus élevée que la courbe CG. Alors, c'est quelque chose qu'on va résoudre de façon algébrique, mais d'abord, regardons là, ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, vous pouvez remarquer que ici, il y a un point où elles ont une intersection, et ici également, elles ont une intersection. D'accord? À peu près, bien sûr. Après, on va résoudre ça de façon algébrique, mais je voudrais juste vous donner une idée. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on remarque que la courbe de f, elle est positionnée tout le temps, en fait, au-dessus de l'autre. D'accord? Vous voyez que ici, la courbe pointillée, elle est au-dessus de la courbe bleue, tout aussi bien que tout le long en fait, de ce graphique, de cette représentation graphique. D'accord? Donc, ce qu'on va pouvoir faire d'un point de vue algébrique pour nous démêler de ce problème, c'est de dire j'étudie l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Pourquoi ça? Parce que la solution de cette inéquation me dira du coup quel est l'intervalle, donc entre guillemets, hein, la solution de cette inéquation me donnera l'intervalle lors duquel f, ou pour mieux dire la courbe représentative de la fonction f, est située au-dessus de, non pas g, mais la courbe représentative de g. D'accord? Et c'est ça la position relative, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'une courbe est située de façon supérieure ou inférieure à l'autre. D'accord? Donc je vais résoudre cette inéquation. J'ai donc recopié ici, pour économiser un peu de temps, les deux fonctions. Vous avez donc ici f et ici vous avez g. Et on va donc résoudre cette inéquation. Alors c'est assez simple, on remarque tout de suite qu'il y a deux facteurs qui sont le même, c'est e à la puissance moins x ici et e à la puissance moins x ici. Alors même si x peut varier partout, on sait que e à la puissance moins x est toujours positif. Donc en fait je peux le simplifier parce que ça ne changera pas le sens des inégalités. Donc ça, je peux le simplifier, en plus il n'est jamais égal à 0, donc voilà, je n'ai vraiment aucun problème. Et donc ici il me reste moins cosinus de x plus sinus de x plus 1 supérieur ou égal à moins cosinus de x. D'accord? Et ça, c'est équivalent. D'accord? Donc, je vous rappelle, hein, j'étais parti de f de x supérieur ou égal à g de x et je suis arrivé à ça déjà. Alors, ça, c'est visiblement équivalent à, si je porte le moins cosinus de l'autre côté, ça me fait moins cosinus de x plus cosinus de x, donc ça va faire 0, plus sinus de x plus 1 supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, ça, je peux du coup l'effacer. Moins cosinus plus cosinus. Et donc, il me reste sinus de x supérieur ou égal à moins 1 si je le porte de l'autre côté. Alors, regardons ça un instant. Quand est-ce que cela est vrai? Eh bien, vous remarquerez que le sinus de x, il est toujours supérieur ou égal à moins 1. Parce que je sais que le sinus de x, il est toujours compris entre moins 1 et 1, mais en particulier, il est toujours supérieur ou égal à moins 1. Donc ça, c'est vrai
pour tout x appartenant à R, donc en particulier, si je remonte avec les équivalences, je vais trouver que du coup, tout cela est équivalent à f de x supérieur ou égal à g de x. Autrement dit, f ou pour mieux dire, la courbe représentative de f est toujours au-dessus de CG. Ça, c'est l'étude de la position relative. Vous voyez, j'ai déterminé où elles étaient situées l'une par rapport à l'autre. D'accord? Alors, elles peuvent se toucher parce que vous voyez, j'ai trouvé que c'est supérieur ou égal, finalement. Donc, ça peut être égal, mais en particulier, l'une est toujours au-dessus de l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est pour la position relative de deux courbes. C'est ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va nous donner soit grand H, la fonction définie sur R par, et il y a cette expression-là. D'accord? Je me l'encadre un instant, comme ça je ne la perds pas de vue. On admet, c'est sympa ça, on admet que H est une primitive de la fonction x associe sinus de x plus 1 e à la puissance moins x sur R. On note D, le domaine délimité par la courbe CF, la courbe CG, et les droites d'équation x égale à moins pi sur 2 et x égale à 3 pi sur 2. Ok. Donc ici, vous voyez, pour le moment, il n'y a pas de question. La question arrive juste après. Assurer le domaine D sur le graphique en annexe à rendre avec la copie. Alors du coup, on va assurer. Ça, vous voyez, c'est une question purement à faire avec des feutres. C'est pas mal. Alors, je prends mon feutre, je choisis comme couleur en orange, pourquoi pas. Je vais du coup déterminer ce domaine. Alors, moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors, moins pi sur 2, ça vaut à peu près, alors vous pouvez le calculer un peu plus précisément, mais moins pi sur 2, ça vaut à peu près 1,5758. D'accord? Évidemment, au négatif, du coup, je suis effectivement là où je l'ai mis le petit point rouge. D'accord? Ne l'oublions pas, je l'avais mis justement donc ici. Voilà. Il nous demande en fait cette valeur parce qu'il veut que l'on comprenne qu'on est en train de regarder où sont situés les points d'intersection où du coup les deux courbes se touchent. D'accord? Donc ça c'est x égale à moins pi sur 2, c'est cette droite là. D'accord? Et l'autre c'est 3 pi sur 2, donc si vous voulez on peut le faire, c'est 1,5 fois du coup pi, vous l'avez sur la calculatrice, c'est une des valeurs enregistrées dans toutes les calculatrices. Donc si vous faites 1,5 fois pi tout simplement, vous allez trouver une valeur approchée et ça vous donnera à peu près 4,71. D'accord? Donc on va la situer. Alors ici moi j'avais mis le point rouge de façon à peu près à l'œil, mais 4,71 ce sera situé à peu près ici. D'accord? Donc l'autre droite sera celle-là. L'autre droite verticale. Je vais juste me le noter, x égale à 3 demi pi. Voilà, et donc maintenant on peut assurer le domaine. Je pense que vous avez compris de quoi s'agit-il. C'était le domaine du logo, sinon l'exercice n'aurait pas trop de sens. Donc on va l'assurer. Voilà, c'est un travail purement artistique. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Et donc on remarque que si j'assure, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le logo du début. D'accord? Ça c'était le but de cette question en fait. Vous faire remarquer que c'est ça ce que j'assure. Ici je devrais continuer à arriver techniquement jusque là, mais ici il ne reste vraiment qu'un petit filet tout aussi bien que de ce côté-là. Voilà. Ok, voilà, c'était pas trop dur. Et ici enfin on a à calculer en unité d'air l'aire du domaine D et puis en donner une valeur approchée à 10 à la puissance moins 2 près en centimètres carrés. Alors d'abord calculons l'unité d'air. S'il nous donnait la fonction grand H qui est une primitive, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, d'accord? Donc on va l'exploiter bien sûr.
Qu'est-ce que c'est en fait l'aire de ce domaine? Alors le domaine D, c'est l'intégrale entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 de la fonction obtenue en faisant f de x moins g de x. D'accord? Ne vous inquiétez pas, ça a l'air difficile, mais ça va se simplifier. Mais ça va se simplifier beaucoup. Ça, c'est égal à l'intégrale entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. De quoi, du coup? Alors, c'est e à la puissance moins x fois moins cosinus de x plus sinus de x plus 1 moins, la fonction était moins e à la puissance x fois cosinus de x. D'accord? Tout simplement. Tout est ici. Tout cela intégré en dx. Ok? Maintenant, vous allez voir, on peut faire une belle simplification ici. Ça, c'est l'intégrale entre moins pi et 3 pi sur 2 de e à la puissance moins x cosinus de x plus e à la puissance moins x sinus de x plus, attention, e à la puissance moins x. Ne l'oublions pas, hein, il y avait toujours un plus 1. Et ici, du coup, on a plus e à la puissance moins x cosinus de x. Et ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer que j'ai oublié un signe moins, juste ici. Excusez-moi, au tout début. Et donc, moins e à la puissance x cosinus de x plus e à la puissance x cosinus de x, on peut bien les simplifier. Et donc, tout ce qui nous reste, ce sera égal l'intégrale entre moins pi et 3 pi sur 2 de e à la puissance moins x sinus de x plus e à la puissance moins x en dx. Et maintenant, c'est le moment de relire attentivement le texte de l'exercice. Pourquoi? Parce que s'il nous disait que h est une primitive de quelle fonction? Eh bien, h est une primitive de la fonction sinus de x plus 1, e à la puissance moins x. Mais alors, regardons mieux la fonction qui est là. Ça, je peux toujours le réécrire comme intégrale entre moins pi et 3 pi sur 2 de e à la puissance moins x qui multiplie. Vous voyez que ce terme, il apparaît là et là. Donc, je peux mettre un facteur commun et dire que ça, c'est e à la puissance moins x fois sinus de x plus 1 en dx. Et cette fonction, du coup, il vient de me donner la primitive. Je sais du coup que cette intégrale, ce sera égal à la fonction h de x évaluée entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc vous voyez le calcul, la recherche de la primitive, elle n'est même pas à faire, c'est fourni dans le texte. Et c'est un grand classique des exercices du bac. Donc là, il faut juste recopier la fonction grand H de x, c'est moins cosinus de x sur 2, moins sinus de x sur 2, moins 1 fois e à la puissance moins x. Alors, je vais essayer de la retenir par cœur. Cosinus de x, on avait avec un moins, je crois, moins cosinus de x sur 2, moins sinus de x sur 2 toujours, moins 1. Tout cela fois e à la puissance moins x. D'accord? Et tout cela calculé entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. Voilà. Donc, je regarde juste si j'ai bien recopié la fonction. Oui, c'est le cas, c'est moins, moins, moins avec e à la puissance moins x. Et bah, il ne me reste que à effectuer juste les calculs. Alors, ici, ça va être du coup égal. Je mets d'abord la valeur 3 pi sur 2, bien sûr. Donc, ça fait moins cosinus de 3 pi sur 2 moins sinus de 3 pi sur 2 moins 1. Tout cela multiplié fois e à la puissance moins 3 pi sur 2 moins, parce que j'y soustrais quelque chose, moins, du coup, moins cosinus de moins pi sur 2 maintenant, divisé par 2, moins sinus de moins pi sur 2, divisé par 2, moins 1, tout cela multiplié fois e à la puissance, plus pi sur 2, parce que logiquement, on est passé on a fait moins moins, donc ça fait plus. Alors ce qui est fort agréable, c'est que pour la partie sinus et cosinus, 3 pi sur 2 et moins pi sur 2, en fait, ça va être les mêmes valeurs. Donc il faut juste que je fasse une petite recherche dans mon cercle trigonométrique pour savoir quelle est la valeur ici pour le sinus et le cosinus. Alors le sinus ici, ça vaut moins 1 et le cosinus, ça vaut 0. Donc déjà, il y a
ces deux termes qui vont disparaître parce qu'ils vont valoir 0. Ok, et donc je sais que le sinus, il vaut du coup moins 1. Donc ici, je me retrouve avec moins 1 sur 2 moins 1. Comme cela, e à la puissance moins 3pi sur 2. Moins, et ici j'ai du coup la même chose, moins 1 sur 2, comme ça, moins 1. Voilà, fois e à la puissance pi sur 2. Et donc ici, je trouve comme solution moins 1 demi e à la puissance moins 3pi sur 2, plus, du coup, la même quantité, toujours 1 demi, e à la puissance pi sur 2. Donc vous voyez, ça se simplifie vachement. Et ici, on peut par exemple l'écrire comme 1 demi fois e à la puissance pi sur 2 moins e à la puissance moins 3pi sur 2. D'accord? Et ça, c'est bien sûr mesuré en unité d'air. Donc, j'ai été un peu rapide ici, j'ai juste mis un facteur commun 1 demi. Et du coup, ça m'a fait 1 demi fois, vous voyez, le 1 demi, il est resté là. Et après, j'ai juste recopié le reste de l'expression. Donc ça, c'est une valeur très précise, du coup, mesurée en unité d'air. Maintenant, il nous demande comme dernière partie de la question de l'exprimer en centimètres carrés, en sachant que, alors le repère, je vous le relis le texte brièvement, calculer en unité d'air l'air du domaine D et en donner une valeur approchée à 10 à la puissance moins 2 près en centimètres carrés, en sachant que l'unité graphique est de 2 cm. L'unité graphique est de 2 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde en gros mon graphique, chaque carré, il mesure du coup 2 cm fois 2 cm. Et donc l'air ici, c'est 2 cm fois 2 cm. D'accord? Donc vous pouvez écrire que ça, c'est égal à 4 cm carrés. D'accord? Ça, c'est chaque carré. Et donc, c'est chaque unité d'air. D'accord? Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est de multiplier pour obtenir l'expression en centimètres carrés, parce que, je vous le rappelle, hein, ici, il me demande de exprimer cette unité d'air avec une valeur approchée à 0,01, mais en centimètres carrés. D'accord? Donc, d'abord, je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer une valeur approchée de mon résultat final. Et ensuite, je vais les multiplier fois 4 pour l'exprimer en centimètres carrés. Alors du coup, ça c'est égal à, et la calculatrice à la main, vous faites 0,5 fois parenthèse. Et là, il faut être attentif du coup à écrire. Alors, il faut mettre l'exponentielle de, du coup, pi sur 2. Alors, pi sur 2, je vous rappelle que ce sont toujours des valeurs que la calculatrice possède déjà. On descend de l'exposant de l'exponentielle, on y soustrait. Je vous conseille encore une fois de le faire à la maison pour être sûr de bien avoir compris. Et donc c'est e à la puissance. Mettez une parenthèse parce qu'il y a un moins signe. Et donc ce sera moins 3 pi sur 2 en exposant. Ce qui vous donne donc comme valeur finale 2,4, sachant que j'ai bien arrondi au centième parce que le résultat précis c'est 2,40074, etc. Il y a après une suite très longue de chiffres, mais nous on arrondit au centième et donc c'est juste 2,4. Et donc ici je mets le résultat approché, ne l'oublions pas. Et comme je veux le calculer en termes de centimètres carrés, je vais multiplier fois, du coup, l'unité d'air de notre repère. Donc, on a dit c'était 4 cm carrés. Et donc, le résultat final, sera 2,4 fois 4, ce qui nous donne 9,6 cm carrés. D'accord? Donc, ça, c'est le résultat final. Je vous remercie pour l'attention. On est arrivé enfin à la conclusion, c'était un peu long. Mais voilà, j'espère avoir été clair. Ça a été une bonne révision en plus pour
tout le contenu du cours sur l'intégration, mais aussi bien sur la partie trigonométrie, pardon, et la partie sur l'exponentielle. Merci pour l'attention. On continuera la semaine prochaine avec un nouveau chapitre. Une très bonne journée à vous.